Bien, bonjour pour ce troisième cours, nous allons étudier un petit peu de vocabulaire. Vous aviez trois exercices à faire, enfin une série de trois exercices. Le premier était un exercice de lexique, il s'agissait de chercher des définitions. Vous aviez des séries de mots et il fallait en fait trouver l'intrus dans chaque série. C'était pas trop compliqué si on avait le vocabulaire, si on l'avait pas, c'était un peu plus long. La première liste, étonné, ébahi, surpris, honteux, sidéré, saisi. Il s'agit d'une série d'adjectifs qui expriment tous la surprise. Le premier adjectif étonné, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Il a un sens bien particulier. Ébahi, il exprime la surprise aussi. Le seul qui ne l'exprimait pas, c'était honteux. La honte n'a rien à voir avec la surprise. On peut passer à la deuxième liste. Émerveillé, époustouflé, embarrassé, soufflé, épaté. Là encore, on a une série de mots qui expriment la surprise, encore des adjectifs, ils se terminent tous en et. Et l'adjectif qui est intrus ici, c'est embarrassé. D'accord. L'embarras, finalement, ça se rapproche assez de la honte parfois. On est embarrassé, on est honteux. On regrette quelque chose que l'on a dit ou fait, ou on regrette quelque chose qu'a dit ou fait une autre personne. Interdit, médusé, stupide, pétrifié, confus, stupéfait. Ici, on a une série de mots déjà beaucoup plus rares, hein, des mots qu'on utilise peu. Bon, bien sûr, vous n'utilisez pas tous les jours époustouflé, mais voilà, ici, médusé, par exemple, c'est très particulier, ça fait référence à la mythologie. Si vous vous souvenez, il y avait un monstre dans la mythologie qui s'appelait Méduse. Elle avait des têtes de serpent sur la tête, et elle avait un pouvoir, c'est que lorsque vous la regardiez dans les yeux, elle vous transformait en statue. Alors il y a un héros de la mythologie qui l'a décapité et sa tête a fini sur un bouclier, celui d'Athéna. Ce bouclier qui lui a été offert. Et ce bouclier a une particularité, donc c'est qu'il pétrifie les ennemis. C'est pour ça que sur le bouclier d'Athéna, vous verrez un petit peu sur les statues, on voit toujours ce bouclier couvert de la tête de Méduse. Et ce bouclier a même un nom, il s'appelle l'égide. D'où l'expression sous l'égide de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien ça veut dire sous la protection de. Voilà. Donc tout ce vocabulaire, là, j'y pense, je vous le dis, il va falloir le noter dans la partie vocabulaire du cahier. Il va falloir retenir tout ça, ça va faire une grosse liste de synonymes pour surprise, avec bien sûr les variantes à maîtriser. Par exemple, médusé, on ne va pas l'utiliser tous les jours, mais ça peut être intéressant. Médusé, ça veut vraiment dire que vous êtes pétrifié, hein, transformé en pierre face à un événement. Vous êtes tellement surpris, tellement saisi, hein, tout ça c'est des métaphores. Vous êtes saisi, c'est comme si on vous prenait à bras le corps. Confus et stupéfait, c'était les deux derniers mots de la liste. Alors ici, ils sont tous synonymes, sauf stupide, qui n'a pas ici la même, le même sens que les autres mots. Je suis en train de dire une bêtise. C'est confus, c'est confus. Excusez-moi, je suis confus. Rester stupide devant quelque chose, c'est ne pas bouger, effectivement. Voilà, donc c'est confus, je suis confus. Déconcerté, éberlué, admiratif, atterré, consterné, abasourdi, eh bien là je vous passe le suspense, il s'agit bien d'admiratif, qui est l'intrus. On peut passer à la suite. L'autre exercice était celui-ci. J'approfondis mon vocabulaire grâce à l'étymologie. On vous demandait de chercher l'étymologie des trois mots suivants, étonné, émerveillé et atterré. Alors ce sont trois mots qui sont construits à partir d'un préfixe et d'un radical. Étonné vient du préfixe ex et du mot tonnerre. Quand vous êtes étonné, c'est comme si vous étiez frappé par la foudre. Émerveillé, là aussi il y a un préfixe, ex, avec le radical mirabilia, la merveille, quelque chose qui est admirable, surprenant. C'est un mot qui vient du Moyen-Âge, il était très apprécié au Moyen-Âge. La merveille, c'était vraiment ce qui était étonnant. Une licorne, par exemple, c'était une merveille. Ils étaient persuadés que les licornes existaient, on vendait de la poudre de licorne qui soignait à peu près tout. C'était un médicament remède, et vous avez même une corne de licorne au musée de Cluny à Paris. Alors naturellement, c'est pas une vraie corne de licorne, mais je peux vous dire que quand vous la voyez pour la première fois, c'est assez saisissant. C'est une corne qui fait quand même 2 mètres, 2 mètres de long, hein, si je me souviens bien. Et en fait, c'est une dent de narval. Voilà. À l'époque, quand des marins ramenaient une dent de narval, ils pouvaient la revendre à prix d'or, puisqu'on estimait que c'était des cornes de licorne. Vous avez de quoi être atterré.
effectivement, atterré, construit à partir du préfixe a et du radical terre, vous êtes comme jeté à terre, effondré, vous êtes atterré. Voilà pour le deuxième exercice. Vous en aviez un troisième sur le vocabulaire de la science-fiction. Voilà. Associez chaque mot à la définition qui correspond. Alors, là aussi, on va passer le suspense. Déplacement instantané dans le temps ou dans l'espace, c'est une télétransportation. Vous utilisez plutôt le mot téléportation, hein, c'est ça qui a... on l'a raccourci, hein, on l'a tronqué ce mot pour qu'il soit plus court. Mode de communication directe de pensée à pensée entre deux individus, c'est la télépathie. Télé à distance, path, le télépathe est celui qui communique à distance. Personne dont les capacités sont améliorées grâce à la technologie, eh bien c'est un homme augmenté, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les magazines en ce moment, l'humain augmenté, c'est plus vraiment de la science-fiction. Ce serait mettre des implants par exemple dans les yeux pour voir plus loin. Moyen de doter les systèmes informatiques d'une intelligence comparable à celle de l'homme, c'est l'intelligence artificielle. Hein. Vous utilisez peut-être les initiales IA. L'IA d'un jeu vidéo, par exemple, c'est quelque chose aujourd'hui aussi qui est très important. Hein. On accorde une intelligence artificielle à certains personnages non joueurs dans les jeux vidéo et ces personnages agissent en fonction de vos mouvements. Ils agissent bien ou mal. Hein. Parfois, dans certains tests de jeux vidéo, justement, on peut trouver des gens qui se plaignent que l'IA n'est pas à la hauteur. Organisme présentant un caractère nouveau suite à une modification génétique, c'est un mutant. Le mot mutant, à une époque, était relativement rare. Maintenant, on l'utilise beaucoup. Ça a été très diffusé grâce aux comics américains et aux nouveaux mutants, aux X-Men et compagnie. Capacité à voir à travers une surface opaque, un mur par exemple, c'est la vision à rayon X. Le robot dont l'aspect évoque l'homme, c'est un androïde. Andros, c'est l'homme. Andros, voilà, l'homme en grec. On a terminé la correction des exercices. Ouf. Maintenant, on peut passer à celle de la fiche. Cette fiche que vous aviez à compléter. Alors, elle était... ça prenait un petit bout de temps quand même. J'espère que vous vous êtes appliqué. On revenait en fait sur toutes les œuvres qu'on a vues au cours du chapitre, puisque le chapitre arrive à sa fin. Je préfère l'écourter pour pouvoir recommencer quelque chose de neuf avec vous par le biais de la chaîne YouTube. Alice, donc, qui est l'explorateur? Que sait-on de lui? Ici, en l'occurrence, c'est une exploratrice, une jeune fille qui n'aime pas trop lire, qui n'aime pas les livres sans images, en tout cas, qui s'ennuie et qui ne se pose pas trop de questions. Elle suit le lapin sans trop réfléchir. Elle le suit vers le moyen de passage dans l'autre monde, le terrier. Un terrier bizarre, totalement vertical, dans lequel il se passe des choses étranges. On tombe au ralenti chez Lewis Carroll, et on avait vu qu'on tombait au contraire très rapidement dans l'adaptation qu'en avait faite Tim Burton. Les habitants du monde semblables ou différents du nôtre, donc les habitants de ce monde sont bien sûr très différents du nôtre. On a un lapin qui a peur d'être en retard, qui porte un petit gilet, qui a une montre, etc. On a aussi le chapelier fou, on a la reine de cœur, énormément de personnages, tous très différents du nôtre, très exotiques. Le monde est-il bienveillant ou hostile? Eh bien, il est hostile pour ceux qui ont vu Alice. Et il est hostile puisque la première chose que veut faire la reine de cœur, c'est quand même de lui couper la tête. Et elle va devoir donc se confronter à une dictatrice. Ce monde est-il beau ou laid? Justifié, mais il est plutôt beau. Hein. L'univers d'Alice est foisonnant. On avait vu les champignons énormes, la verdure, et puis un aspect quand même inquiétant dans le fait d'avoir des éléments démesurés. Voilà, c'est ça l'idée. Enfin, ce monde est-il rationnel ou irrationnel? Totalement irrationnel. Hein. Vous avez quand même des personnages ici qui relèvent du monde du merveilleux, hein, ou de la fable. Le lapin qui parle, le chapelier totalement fou, la chenille, etc. On passe à Coraline. Dans Coraline, eh bien, on a aussi une exploratrice, hein, une héroïne. On sait d'elle eh bien, qu'elle s'ennuie, elle vient de déménager, ses parents ne s'occupent pas d'elle, et du coup, elle va explorer, trouver un passage vers un autre monde à travers une petite porte qui était normalement une porte de communication avec une autre pièce de la maison.
Et les habitants de ce monde sont très différents d'une autre, et pas tant que ça finalement, quand on y réfléchit, puisque c'est une autre famille qui est à l'intérieur, une autre mère, un autre père, mais avec des boutons à la place des yeux. Ils sont malveillants, hostiles, ils veulent la garder prisonnière. Ils ont d'ailleurs des enfants prisonniers, et on a vraiment là l'impression d'avoir affaire à des ogres de contes de fées. Ce monde est-il beau ou laid? Eh bien là, pour le coup, il est assez semblable à celui que l'on connaît, hein. Elle a l'impression d'être chez elle. Ce monde est-il rationnel ou irrationnel? Totalement irrationnel. Un monde derrière une porte qui parfois se transforme en mur de briques. C'est étrange, bien sûr, mais surtout les habitants, avec les yeux en forme de boutons. Le Hobbit, maintenant, un personnage qu'on a découvert en classe. C'est un explorateur au sens littéral, puisqu'il va partir en voyage dans une contrée qu'il ne connaît pas du tout, pour aller voler le trésor d'un dragon. On sait de lui qu'il est très casanier, il ne veut pas bouger de chez lui, et pourtant il va être obligé. Alors, on n'a pas véritablement de passage dans un autre monde. Le monde du Hobbit est un autre monde. Les habitants de ce monde, on ne les a pas vus, donc on ne peut pas répondre à la suite. Pareil pour le monde qui est bienveillant. Le monde est beau, oui, oui, il est beau. L'intérieur de la maison du Hobbit euh, est particulièrement beau. Et ce monde est-il rationnel ou irrationnel? Eh bien, pas trop, hein, ces personnages n'existent pas. Pour Chihiro, ça va aller relativement vite, on l'a à l'esprit. L'exploratrice est une jeune fille un peu boudeuse qui déménage comme Coraline, qui s'ennuie, qui est malheureuse, qui a peur de tout un petit peu. Le moyen de passage dans l'autre monde, c'est le fameux tunnel. Les habitants sont-ils semblables ou différents? Très différents, hein, on a des fantômes. Le monde est-il bienveillant ou hostile? On ne l'a pas bien vu, mais il est quand même bien hostile au départ. Chihiro va devoir là aussi se battre pour pouvoir s'en sortir. Ce monde est-il beau ou laid? Eh bien, plutôt beau, plutôt enchanteur, hein. Ça fait rêver ce village, même si parfois il tourne à l'inquiétant, mais il n'est pas laid en soi. Le monde est-il rationnel ou irrationnel? Bien entendu irrationnel. Pensez à cette ville totalement désaffectée dans laquelle il y a des plats qui fument, et les parents qui se transforment en cochons. Bref, voilà, beaucoup de choses qui sont irrationnelles. Le dernier travail que l'on a fait, c'était sur le dernier géant. Qui est l'explorateur et que sait-on de lui? C'est Archibald Rutmore. Il est explorateur, il a trouvé une dent, il décide de partir. C'est un personnage, lui, pour le coup, qui est très réaliste, hein, un scientifique. Pour passer dans l'autre monde, eh bien, il voyage, hein, il y a pas vraiment de portail. Les habitants de ce monde sont-ils différents d'une autre? Bien sûr qu'ils sont différents, ce sont des géants, ils sont couverts de tatouages, ils sont bienveillants, ils aident le narrateur. Le monde est-il beau ou laid? Ben, il est beau, hein, c'est la nature, on est dans une plaine, sur des hauts plateaux, et ils observent les étoiles, voilà, tout est magnifique. Ce monde est-il rationnel ou irrationnel? Irrationnel, hein, des géants qui vivent des siècles et qui se tatouent les constellations sur le corps, ça n'est pas très rationnel. Voilà, donc on a terminé ce chapitre. On a de quoi faire une sorte de synthèse. J'ai un petit peu vite, hein, j'ai d'abord synthétisé ce tableau. Ce qu'on remarque, c'est que les personnages sont souvent féminins, mine de rien, hein. Alice, Coraline, Chihiro. Les personnages sont souvent des enfants, là aussi. Ça permet au lecteur de se sentir plus proche de lui. On a bien sûr des adultes ici, hein, mais la plupart du temps ici ce sont des enfants. Le moyen de passage dans l'autre monde, c'est différent à chaque fois, vraiment, très différent. Dans Narnia, qui est un conte qu'on n'a pas pu étudier ensemble, mais qui ressemble beaucoup à ça, eh bien, on passe par une armoire. Donc à chaque fois, il y a quelque chose d'original. Les mondes sont souvent hostiles. Le personnage va traverser des épreuves pour apprendre. Voilà, c'est ça l'idée. Le monde est-il beau ou laid? Souvent beau. C'est un dépaysement total et souvent irrationnel aussi, là aussi pour nous dépayser, nous changer de ce qu'on vit quotidiennement. Les territoires nouveaux qui sont explorés sont inspirés parfois de lieux réels, mais la plupart du temps ce sont des lieux de rêve, des lieux rêvés dans lesquels l'imagination peut se laisser aller. Euh, les explorateurs en fait vivent des aventures, ils font des rencontres et eh bien c'est pour le moyen pour eux de procéder à des apprentissages. Ils apprennent de leurs rencontres, de leurs malheurs, de leurs échecs, de leurs batailles et ils découvrent les lieux, les personnes avec intérêt, beaucoup de surprises, ils croisent des êtres imaginaires et puis ils aident en fait, c'est souvent ça, hein, ils aident. Alice va aider les gens dans le monde de la reine de cœur et puis
Coraline, elle essaye juste de survivre, hein, pour le coup. Pourquoi lire ce type de récit? Eh bien, ça permet de s'évader, hein. Ça permet de rêver, de se poser des questions aussi sur notre monde en passant par d'autres mondes, de créer des utopies, des mondes qui n'existent pas. Voilà. C'est terminé pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes. Je suis allé très très vite, donc vous pouvez revoir la vidéo. Pour la fois prochaine, vous allez devoir préparer, réviser tout ça, tout ça, tout ça, le vocabulaire, et puis je vous donnerai une sorte de DS qu'on corrigera dans la foulée. Et puis, regardez, je poste une vidéo qui va s'intituler en fait cours 3 bis. C'est la présentation du travail que vous avez à faire sur la fiche de lecture, à propos du roman de François Place, Les Derniers Géants. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.